The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour et bienvenue dans cette toute première édition francophone des 24 heures du PASS. Alors, tout d'abord, quelques petits slides d'introduction pour vous familiariser avec le format. Bon, peut-être que parmi les gens qui sont là, il y en a qui ont déjà assisté toute la journée, donc veuillez me pardonner si c'est le cas. Donc, première chose, au niveau technique, vous avez la possibilité de poser des questions. Dans votre barre d'outils, il y a une partie qui s'appelle questions. Donc, c'est là, vous pouvez poser des questions soit sur le sujet et Christophe y répondra en fin de session s'il a le temps, parce qu'il s'est promis de faire la session jusqu'au bout de la nuit. Et si vous avez des questions qui sont beaucoup plus pragmatiques sur lesquelles je pourrais vous aider, je vous répondrai directement. Vous avez aussi la possibilité de zoomer sur l'écran si jamais ça s'avérait un petit peu difficile à visualiser. On risque d'aller dans des scripts absolument compliqués connaissant Christophe. Je plaisante bien entendu. Et en fin de session, on vous demandera de remplir une petite évaluation qui apparaîtra sur votre navigateur web. Ce serait sympa de le faire tout simplement parce que nos conférenciers prennent la peine de préparer ces sessions de façon tout à fait bénévole et volontaire et qu'un retour d'expérience est toujours le bienvenu pour eux. Alors, n'hésitez pas non plus à partager votre enthousiasme et votre joie sur Twitter en utilisant le hashtag 24HopFrench et en mentionnant @SQLPass ou @GusFrance ou @MSDevMTL qui signifie en fait la communauté de dev de Montréal. Alors, tous ces gens-là, en fait, ont permis de créer cet événement et de le rendre possible. Donc, on les remercie chaleureusement. Et puis maintenant, je vais laisser la main au maître, à savoir à Christophe. Bienvenue Christophe. La salle est à toi. Voilà. Parfait, parfait. Allez, je pense que tout le monde doit voir les slides. Bonjour à tous. Un événement assez particulier, effectivement, le premier 24 heures du pass version francophone, donc bienvenue à tous. Assez particulier pour nous aussi présentateurs, parce qu'on est plutôt habitué à avoir une salle avec une audience en face de nous et pas forcément une caméra ou des écrans fermés dans un bureau. Donc, a priori, ça devrait quand même bien se passer. Pour ma part, je vais vous présenter donc une petite session sur l'installation de SQL Server. Alors SQL Server Express, même si on pouvait étendre à d'autres éditions de SQL Server, sous Docker. Donc c'est vraiment quelque chose de relativement particulier. Donc effectivement, on va avoir quelques petits warnings par rapport à tout ça. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, très rapidement, donc je m'appelle Christophe Laporte, vous pouvez me suivre sur les différents médias sociaux, Twitter, LinkedIn, des blogs. N'hésitez pas à m'envoyer des emails au cas où. Donc je suis MVP comme une bonne partie des présentateurs qui ont animé ces 24 heures de passe en version francophone. Pour entrer dans le sujet, l'agenda va être relativement simple. On va parler de microservices, on va parler de Docker, on va forcément parler d'SQL Server. Alors tout de suite, un petit warning, tout ce que je vais vous présenter effectivement est basé sur de la version bêta, que ce soit du Windows 2016, que ce soit du Docker sous Windows qui n'est pas encore complètement finalisé. Les versions sont mises à jour très souvent, ce qui fait que même sur un même numéro de version, là typiquement je vais utiliser la 1.13, la version est mise à jour sans qu'on en prenne garde. Donc entre deux tests, il n'y a plus grand chose qui marche. Donc il faut reprendre toutes les démos et tout vérifier. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez perturbant. Mais bon, l'intérêt, c'est qu'effectivement, ça va pouvoir marcher. Donc on va travailler avec SQL Server sous Docker. Alors tout d'abord, effectivement, cette notion de microservice, qu'est-ce que c'est qu'un microservice? On se rend compte en fait que on a peut-être atteint la fin des applications monolithiques comme on peut les connaître traditionnellement. Alors pour ma part, avec mes cheveux blancs, j'ai déjà connu toute la partie COBOL, je dirais, des environnements gros systèmes sur lesquels c'était vraiment des grosses applications qui allaient s'exécuter. Et on commence vraiment à voir cette nouvelle approche du développement
où on va essayer de faire des choses qui sont finalement plus modulaires, plus pragmatiques. On va répondre à des besoins finalement métiers relativement simples au travers de briques légères qui vont pouvoir évoluer tranquillement dans leur coin, faire évoluer une brique, laisser les autres sur la version 1, puis ensuite les faire évoluer, mais complètement de manière indépendante, avec cette notion effectivement de déploiement complètement granulaire. On va pouvoir mettre à jour les briques les unes indépendamment des autres, avec finalement des couplages relativement faibles entre ces différents services. Le but, clairement, c'est que les applications soient plus robustes, de manière à éviter finalement des bugs qui impactent l'intégralité d'une application. L'idée, c'est aussi de pouvoir supporter de la montée en charge, supporter l'évolutivité. Bon, mais j'ai envie de changer la couche web, la couche de présentation, ben, je vais peut-être passer sur une autre version ou sur un autre moteur web, en gardant toute la partie business de mon métier ou en conservant la partie base de données. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit complètement éclaté d'un point de vue du fonctionnement. On a un petit peu l'impression que ça devient la norme. Alors je ne sais pas si on peut réellement parler de norme en termes de manière de développer, mais on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui aujourd'hui sont des gros acteurs du marché, qui s'appuient sur ce genre de développement, que ce soit du Netflix, de l'eBay, du Google, ou encore on peut le voir sur le petit graphique avec du Spotify. Donc on est vraiment sur quelque chose qui touche vraiment des acteurs qui aujourd'hui sont des noms qui parlent. Et il est fort probable que cette manière de développer représente un tout petit peu ce qui va devoir être le standard de développement ou le standard d'architecture d'une application pour les années à venir. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces services? Alors forcément on va pouvoir utiliser la plateforme Azure qui est, je dirais, prévue pour faire fonctionner à la fois du Docker mais d'autres microservices en faisant appel à des composants qui existent déjà sur la plateforme Azure. On pourrait aussi utiliser un Red Hat OpenShift. On peut utiliser on-premise par exemple les Windows Containers avec Hyper-V Container, deux technologies qui sont un tout petit peu similaires. Après c'est une histoire d'encapsulation, ou effectivement Docker. Et on se rend compte que Docker est un acteur, encore une fois, assez fort sur le marché du microservice. Alors effectivement, Docker et un petit cocorico, c'est effectivement à l'origine une société française, qui à l'origine s'appelait .cloud, et cette société, cet hébergeur, avait un besoin d'hébergement pour des clients, et donc ils ont commencé à réfléchir à quelque chose qu'ils pourraient proposer, qui pourrait simplifier à eux leur gestion en interne. Donc l'idée de Docker a commencé à mûrir à ce moment-là, et à Montrouge, donc c'est Solomon Hykes qui a créé la société avec Sébastien Pal, deux étudiants. Et au fur et à mesure, le projet a mûri, et donc ils ont cherché des investisseurs, etc. Donc ils ont migré effectivement vers la Silicon Valley, où c'était un tout petit peu plus simple de trouver des investisseurs qui étaient prêts à mettre un tout petit peu d'argent sur la table pour faire évoluer le projet. Au fur et à mesure, on est passé sur un projet en open source et au final, le Docker est né et la société a même pris le nom du produit. Donc d'un point de vue terminologie, c'est des termes que je vais utiliser assez fréquemment tout au long de cette présentation. On va avoir la notion d'image. L'image, finalement, c'est quelque chose que je vais utiliser qui va contenir des librairies, des binaires. Il faut vraiment voir cette technologie Docker et finalement les microservices comme un empilement successif de technologies, un empilement successif de couches qui vont aboutir à me donner un conteneur, qui vont aboutir à un conteneur que je vais pouvoir exécuter, que je vais pouvoir utiliser. À la limite, on pourrait voir un conteneur comme l'instance d'une image. Une image, c'est ce que je veux faire. Je veux un serveur Windows avec un 2IS, je veux un serveur Windows avec un SQL Server, et ensuite de cette image, je vais pouvoir créer N conteneurs qui vont chacun avoir une exécution complètement indépendante. Alors Docker, c'est finalement un tout petit peu plus que ce produit-là. En fait, Docker va aussi proposer ce qu'on appelle le hub, c'est-à-dire que chacun va pouvoir déposer une image parce qu'on est content du travail que l'on a fait, on a envie de le partager avec la communauté. Donc on va pouvoir mettre à disposition d'autres personnes une image que l'on a créée avec une version d'un OS, par exemple, plus des binaires pour un 2IS, plus un service basé sur le 2IS, qui sera prêt à l'emploi, et donc les gens pourront récupérer cette image et directement l'exécuter en tant que conteneur. Docker et Windows, en fait, ça fonctionne effectivement ensemble, on verra depuis quelques temps, mais
clairement, on va être sur du Windows 2016 côté serveur. Donc avec la TP5, ça fonctionne particulièrement bien. Windows 10 également est tout à fait capable d'exécuter des conteneurs Docker. Donc d'un point de vue technologie, on pourrait utiliser sur du Linux, sur du Windows, indépendamment. Alors cette notion de conteneur, en fait, pourquoi utiliser des conteneurs? L'idée, c'est peut-être d'avoir une empreinte un tout petit peu plus faible par rapport au système. C'est très bien, on fait de la virtualisation, aujourd'hui c'est quelque chose qui est complètement répandu, mais peut-être qu'effectivement la notion de conteneur va un tout petit peu plus loin par rapport à l'efficacité du serveur hôte. Peut-être que ça ne sert à rien d'exécuter X fois un OS dans une VM, un OS client, peut-être qu'un seul OS côté serveur va suffire et que tous les conteneurs qui vont être bâtis au-dessus de cet OS et qui vont s'empiler au-dessus de cet OS pourront directement bénéficier finalement des DLL entre guillemets que l'on va retrouver au niveau du système hôte. On va avoir une seule création d'image, donc une seule personne fera réellement le travail de création de l'image et ensuite je vais avoir plusieurs exécutions de cette image-là. Donc je peux avoir une exécution qui va servir à du développement, une exécution qui va servir à du test, à de la production. Finalement, je vais pouvoir déployer de multiples versions qui vont pouvoir servir à X personnes. L'idée, c'est peut-être d'éviter que, ah ouais, mais en fait, ça fonctionnait sur ma machine quand je développais, maintenant que c'est en prod, en fait, ça marche pas, il manque un composant, il manque une DLL. Là, on est vraiment sur un environnement que l'on pourra reproduire facilement et de manière extrêmement automatisée, à la mode DevOps. Aujourd'hui, un administrateur, finalement, un système, se doit peut-être de connaître des langages de script comme du PowerShell, de manière à déployer rapidement des applicatifs. En fait, on est complètement dans cette mouvance avec les conteneurs. L'idée qui se cache encore derrière, c'est peut-être de proposer une mise à l'échelle massive, parce qu'on se rend compte que des produits web, des sites web comme Netflix ou d'autres, doivent subir des montées en charge relativement rapides et vraiment très importantes. Et donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir répondre très rapidement à cette montée en charge. Côté charge de travail, il faut vraiment répondre très rapidement à la montée en charge, mais la complexité globale du développement, que l'on pouvait avoir avant sur des développements énormes avec un nombre de jours de développement relativement élevé, l'idée c'est peut-être de découper cette complexité globale en micro-tâches, voire en microservices, qui chacun seront complètement autonomes. Donc la complexité globale, finalement, elle va être résolue par un ensemble de sous-tâches relativement simples qui seront plus simples à coder, plus simples à tester. On risque de gagner du temps au niveau du développement, au niveau du test. Et derrière, au niveau du déploiement, les administrateurs vont pouvoir déployer les briques indépendamment les unes des autres. On va pouvoir distribuer la charge. On va pouvoir faire tourner un conteneur sur le serveur 1, un conteneur sur le serveur 2. Étant donné qu'on est sur des systèmes qui sont relativement stateless, sans état ou alors à des états relativement faibles, on va pouvoir finalement faire appel au travers d'API. On va pouvoir faire appel à des services qui sont situés potentiellement géographiquement distants sur des data centers distants ou sur des hôtes différents, de manière à pouvoir distribuer la charge ou pouvoir être complètement résilient par rapport à une panne qui pourrait arriver sur un data center. Le déploiement va être extrêmement simple, que je déploie un conteneur ou 100 conteneurs, ça ne va pas me demander énormément plus d'efforts. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer ce genre de choses extrêmement simplement. Le déploiement va être rapide, que ce soit 10 conteneurs ou une centaine de conteneurs. C'est extrêmement hautement automatisable. On y reviendra complètement à la fin de la session, mais c'est le genre de choses qui, au travers de scripts, peut être vraiment automatisé à grande échelle et extrêmement facilement. On peut être multitenant, c'est le but aujourd'hui du cloud, de pouvoir héberger plusieurs clients sur une même infrastructure. On va vraiment être multitenant au travers des conteneurs parce que chaque conteneur va être réellement isolé d'un point de vue du fonctionnement. Donc si on voulait faire un tout petit parallèle entre les machines virtuelles et les conteneurs, en fait on se rend compte qu'aujourd'hui le modèle classique, j'ai un serveur hôte avec un hyperviseur, que ce soit de l'Hyper-V, du VMware, peu importe, ou du Xen Server, et chaque machine virtuelle va embarquer son propre OS client, plus des binaires, des applicatifs. Donc on se rend vraiment compte qu'il y a une surcouche due au système d'exploitation guest qui est quand même relativement importante. Même si on sait très bien que d'un point de vue mémoire, les hyperviseurs vont dédupliquer un certain nombre de choses, donc je n'aurai pas l'empreinte réelle par rapport au binaire de ces OS au niveau de la mémoire de l'hyperviseur, mais clairement ça va entraîner une certaine surcharge, donc une certaine finalement baisse de performance liée à tout cela. Alors que si on bascule sur un modèle finalement de conteneur,
on va vraiment enlever toute une strate qui pouvait être perturbante d'un point de vue de la performance. Donc on aura directement le serveur, on aura l'hôte du serveur, on aura le Docker Engine, et sur le Docker Engine, on pourra bâtir finalement des images qui, au final, seront instanciées sous forme de conteneurs pour exécuter les applicatifs. Donc on se rend vraiment compte que d'un point de vue consommation de ressources, on va pouvoir optimiser, on va être beaucoup plus efficace par rapport au matériel qui sera fourni. Alors, les commandes Docker, c'est vraiment tout un ensemble, je dirais, de choses. Alors, il y a des produits autres que le Docker dont on va parler dans la société Docker, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le moteur Docker. Le moteur Docker qui va exécuter les conteneurs. Et à côté de ça, je vais avoir un produit Docker client qui va me permettre d'interagir sous forme d'API REST avec mon moteur Docker. Et donc, les principales commandes, alors il y en a un certain nombre, à peu près 45 sur la version 1.13 développement, mais les commandes principales dont on va parler aujourd'hui sont listées sur ce slide. Une commande que l'on va utiliser, c'est la commande build. Je vais construire une nouvelle image. Alors, j'ai plusieurs manières de construire une image. Je peux donner ce qu'on appelle un fichier de configuration, que l'on appelle un Dockerfile, dans lequel on va décrire ce que l'on fait à l'intérieur de l'image et qui ensuite pourra être instancié sous forme de conteneur. Ou alors, je peux très bien décider d'aller chercher une image qui existe déjà dans le Docker Hub, donc vraiment dans le repository que tout le monde peut partager. Donc, si je fais un Docker Pull, je vais pouvoir récupérer une image. Je mets à jour cette image, je l'enrichis, je peux la donner à la communauté en faisant un Docker Push. Docker Build, je la construis à partir de finalement de presque rien, je la construis chez moi et je peux encore une fois la redonner à disposition de toute la communauté au travers d'un Docker Push. Docker RM, je vais supprimer un conteneur. Docker RMI, je vais supprimer une image de mon repository local. Docker Run, je vais exécuter une commande dans un conteneur. Start, Stop, je vais pouvoir démarrer ou stopper un conteneur. Donc, les commandes, il y en a vraiment un certain nombre, mais les plus importantes, celles que l'on va manipuler aujourd'hui, sont vraiment globalement présentées ici sur cet écran-là. Et on commencera d'abord par construire effectivement une nouvelle image. Alors Docker et Microsoft, c'est pas forcément, je dirais, une histoire très très récente. Bon, ça date pas non plus d'une dizaine d'années, mais effectivement, on se rend compte que Corey Sanders, qui travaille chez Microsoft sur la partie Azure, a annoncé déjà il y a un petit peu plus d'un an, effectivement, d'un partenariat avec Docker. Et donc aujourd'hui, on commence à voir les effets en tout cas d'un point de vue public, on commence à voir les effets de ce partenariat. Côté Windows, donc Windows Server 2016, Windows côté client Windows 10 avec une build relativement récente va me permettre d'exécuter donc un moteur Docker, de contenir un moteur Docker. Ce que je vous propose au niveau du scénario de démonstration pour cette session, c'est tout simplement d'installer un conteneur, d'installer la fonctionnalité Docker, de créer une image au travers de Docker. Ensuite, on va tout simplement déployer finalement, on va exécuter cette image au niveau du serveur et on va tout simplement jouer avec le SQL Server qui sera contenu à l'intérieur. Donc, la création finalement, l'installation de Docker va me prendre quelques minutes, donc on va commencer la démonstration et on reviendra ensuite sur la partie slide. On va switcher d'écran. Si je retrouve la commande pour switcher d'écran, hop, on passe sur le moniteur numéro 2. Donc, la première étape, en fait, sur un serveur, j'ai construit une machine virtuelle qui s'appelle 24op 2016. C'est un Windows Server 2016 en Technical Preview 5, sur laquelle, en fait, j'ai commencé à préparer un certain nombre de choses parce que il y a des phases qui sont un tout petit peu longues. Donc, ce que j'ai fait en préliminaire, j'ai installé Windows 2016. J'ai pas fait énormément de paramétrage. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement préparé l'installation de la feature container. Donc, j'ai exécuté cette commande-là. Elle a duré quelques secondes, le temps de récupérer les binaires et de s'installer. À l'issue de cette commande-là, le serveur redémarre. Donc, vous patientez le temps du redémarrage. La deuxième étape, je vais installer vraiment le moteur Docker. Donc je dirais la première chose à faire, c'est tout simplement d'aller rechercher sur Docker la version en cours. Alors là, il s'agit de la version 1.13, mais bon, d'autres versions sont à venir. Donc je vais récupérer un fichier zip chez Docker. Ce fichier zip, je le récupère en local sur mon serveur.
Et ensuite, je vais tout simplement faire un expand d'archives de manière à extraire de ce fichier zip tous les fichiers. Globalement, vous allez vous retrouver avec 3 fichiers qui vont être fournis dans cette version-là. Un fichier docker.exe, un fichier dockerd.exe et ensuite un proxy en fait, qui va me permettre de faire un certain nombre de choses. Je vais ensuite enregistrer Docker en tant que service, au sens Windows. Donc si je vais dans la liste des services Windows, je vais retrouver le service Docker que je peux démarrer et stopper comme n'importe quel service dans Windows. Alors on a besoin quand même d'écrire quelques petites informations au niveau des variables d'environnement. Il y a 2 versions. Il y a une version qui est là, je dirais, à des fins persistantes, qui va supporter le reboot, mais ensuite là je ne vais pas rebooter ma machine, donc je vais tout simplement directement l'écrire dans les variables d'environnement. Une fois que c'est terminé, je vais tout simplement démarrer le service Docker. C'est-à-dire que là, en fait, que ce soit finalement le conteneur Windows ou que ce soit Docker, le service Docker va tout gérer. Microsoft a vraiment fait l'effort de donner un parallèle au niveau des commandes PowerShell entre ce que fait Docker et ce que fait un conteneur Windows. Donc, l'étape qui suit, c'est tout simplement de construire l'image. Et c'est cette phase-là qui finalement est relativement longue. Si je vais chercher sur le repository Docker Hub officiel Microsoft, j'ai la possibilité de télécharger, effectivement, de pooler une image qui est toute prête par rapport à SQL Server 2014. Je vous avoue que j'ai fait pas mal de tests par rapport à ça. Je pense qu'il faut clairement attendre la version RTM de Windows 2016. J'ai eu pas mal de soucis de connexion vers les serveurs SQL qui étaient instanciés dans ces conteneurs-là. Donc c'est pour ça que je vais vous proposer en fait une autre méthode en attendant que tout se stabilise un tout petit peu au niveau des binaires. Donc j'ai eu quelques petits soucis, mais une fois que j'aurai fait le pool, donc une fois que j'aurai récupéré l'image sur mon serveur, il suffirait de faire un Docker run de manière à exécuter ce conteneur et ensuite à pouvoir s'y connecter. La deuxième possibilité, c'est tout simplement de faire un Docker pool. Je vais récupérer l'image, mais je vais récupérer quelle image? Je vais récupérer l'image d'un Windows Server Core. Pour installer SQL Server, en fait, je vais avoir besoin d'une image de base qui contient en fait Windows. Cette image, ensuite, je rajouterai un .NET Framework 3.5 parce qu'aujourd'hui, cela fonctionne avec un SQL 2014, mais pas encore un 2016, un SQL 2016. Et une fois que j'aurai installé mon Framework 3.5, je pourrai installer SQL Server. Donc, ces étapes-là sont des étapes que j'ai déjà fait parce que télécharger le Windows Server Core aurait pris un certain temps. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir visualiser les images que j'ai dans le repository sur mon serveur Docker. Donc, je vous propose d'aller sur la machine sur laquelle est installé Docker. Pour lister les images, Docker Images. Et donc, je vois effectivement que dans mon repository, j'ai une image de Windows Server Core. Et donc, c'est sur cette image-là que je vais pouvoir bâtir une nouvelle image qui va contenir SQL Server Express. Vous voyez vraiment Docker, finalement, les conteneurs et les images comme une succession de couches de binaires, d'applicatifs que je vais empiler à la mode d'un millefeuille. Donc, j'ai fait cette partie-là, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait un VM snapshot. Donc j'ai snapshoté ma VM de manière à pouvoir gagner un tout petit peu de temps par rapport à cette présentation. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est tout simplement de préparer l'installation d'SQL Server. Donc la première étape, c'est tout simplement de récupérer sur GitHub un fichier Dockerfile qui va me permettre de créer une nouvelle image. Une nouvelle image qui se basera sur l'image de Windows Server en édition Core. Donc on va récupérer cette image-là. Donc on va télécharger sur Internet, on va extraire les données. Si je regarde ce qui m'est fourni, c'est tout simplement en fait des fichiers PowerShell qui vont me permettre en fait de démarrer les services SQL, de rediriger des ports statiques vers le 1433 et un fameux fichier Dockerfile. Le fichier Dockerfile, c'est lui qui va me permettre de créer réellement mon image. Donc je vais juste visualiser le contenu de ce fichier Dockerfile. On va en reparler dans 3 secondes. Pour l'instant, je ne vous le montre pas forcément. L'idée, c'est vraiment de construire la VM. Ça va prendre un petit quart d'heure. Donc je vais lancer directement l'exécution. Je récupère un Dockerfile que je vous ai préparé spécifiquement pour cette session. Et pendant son exécution, on va discuter du contenu du fichier Dockerfile.
je sauvegarde le fichier, et maintenant, je n'ai tout simplement plus qu'à lancer l'exécution. Alors, tout est pratiquement prêt au niveau de ma machine. Pour accélérer les choses, en fait, je vais récupérer l'exécutable qui contient l'installation de SQL Server Express pour directement le mettre au niveau de mon serveur et de recopier le binaire dans l'image de manière à gagner un tout petit peu de temps, encore une fois, au niveau de l'installation. On va laisser la copie se faire. Alors, pourquoi SQL Server Express? On y reviendra dans un des derniers slides qui sont prévus, tout simplement parce que c'est une version extrêmement légère de SQL Server. Le binaire à ce niveau-là pèse 200 mégas à peine, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement bien adapté à l'environnement en fait, conteneur Docker. La principale commande, Docker Build. Je vais donc maintenant construire une image SQL Server, une image que je vais appeler SQL Express, sur mon serveur local, et en fait cette image va tout simplement contenir SQL Server empilé avec le .NET Framework 3.5 et le Windows Server Core. Donc on va lancer l'exécution. Si les dieux de la démo sont moi, cela devrait fonctionner et prendre entre 13 et 15 minutes en fonction de la santé de mon serveur. Donc on va profiter en fait du temps de l'exécution pour tout simplement, je dirais, regarder un tout petit peu qu'est-ce qui se passe en arrière-plan. Donc le temps que ça s'exécute, je vais rebasculer sur les slides. Hop là. Donc on est bien sur la démo. Donc le fichier Dockerfile, en fait, c'est un fichier qui, entre guillemets, contient des commandes que je vais envoyer sur mon serveur Docker, sur mon moteur Docker, de manière à construire l'image. Et en fait, il va contenir un certain nombre d'instructions. Ces instructions peuvent être commentées. On voit le signe hashtag qui va me permettre de mettre un certain nombre de commentaires au niveau de mon fichier. Ensuite, je vais avoir l'instruction from. L'instruction from, elle est là pour dire, bon mais voilà, sur quelle image est-ce que je me base? Là, je vais me baser sur une image qui s'appelle Microsoft .NET 3.5. Mais cette même image, .NET 3.5, est basée sur une image, son fichier Dockerfile, entre guillemets, contient lui aussi une commande from qui indique Microsoft /Windows Server Core. Donc, pourquoi est-ce que j'ai récupéré le Windows Server Core en préambule? Tout simplement pour accélérer le déploiement. Donc, en fait, ça me donne, entre guillemets, la liste des couches que je dois empiler avant de pouvoir continuer à faire ce que j'ai à faire sur ce Dockerfile pour créer mon image. Maintainer. Alors, Buck Rogers, c'est la personne qui a créé initialement le fichier Dockerfile qui vous est présenté là. C'est la personne qui est en charge de maintenir cette image. C'est lui qui a créé le fichier Dockerfile. Je peux avoir un certain nombre de variables d'environnement qui vont me permettre au moment de l'exécution de modifier un tout petit peu le comportement de mon serveur parce que lors de la commande Docker Run, je vais pouvoir donner en paramètre ces fameuses valeurs pour des variables d'environnement. C'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais on peut tout à fait modifier le comportement. Ce que moi j'ai fait au niveau de ce fichier Dockerfile, je vais tout simplement rediriger le répertoire de data et le répertoire de backup de SQL Server Express pour le faire pointer sur un répertoire C, un local au niveau du conteneur, CSQL Data et CSQL Backup. La commande qui va suivre, la commande copy, va me permettre de recopier depuis le serveur hôte, le répertoire local, tout ce qu'il y a dans le répertoire install. Et donc si je reprenais, on le fera tout à l'heure, le contenu du répertoire qui m'a permis de créer mon image, je retrouve les fichiers PS1 que je vous ai montré tout à l'heure, mais il y a aussi le point exe de SQL Server pour installer SQL Server Express, les fameux 200 mégas. Et ensuite, je vais tout simplement lancer l'instruction run. J'exécute quelque chose. Alors à chaque fois, il peut y avoir un ou n une ou n occurrence des ordres qui sont présentés ici. Donc je peux avoir un ou n copies, je peux avoir un ou n opérations de type run pour exécuter quelque chose. Le fait d'en avoir une seule fait que je n'aurai qu'un seul commit. Si j'ai plusieurs instructions run, j'aurai plusieurs commits, donc finalement, entre guillemets, mon image s'alourdira un tout petit peu. Je lance mon instruction run.
slash install, donc le répertoire, slash SQL Server Express 64 bits en version anglaise. Je dézip avec un slash Q slash X, je vais dézipper, faire un truc, je vais extraire du point .exe toute la partie binaire d'installation de SQL Server. Ensuite, j'ai un marqueur de fin de ligne, entre guillemets, le backslash, et je vais pouvoir concaténer, avec les commerciaux, je vais pouvoir concaténer une nouvelle commande à passer. Et cette nouvelle commande, c'est tout simplement le setup.exe pour lancer l'exécution de SQL Server. Alors, les aficionados de SQL ont pratiquement tous fait de l'installation d'SQL Server en mode ligne de commande, sans forcément passer par l'interface graphique, mais ça n'est ni plus ni moins que la ligne de commande qui va me permettre de lancer l'installation d'SQL Server. Action install, j'installe SQL Server, je peux changer un nom d'instance éventuellement. Ensuite, je vais tout simplement donner quelles sont les fonctionnalités d'SQL Server que je veux installer. SQL Engine, j'ai besoin du moteur relationnel et finalement c'est parfaitement adapté à cette notion de microservice parce que je ne vais pas installer du SSIS, je ne vais pas installer forcément d'autres modules liés à SQL Server. Security Mode en mode mixte, je donne un mot de passe lié à SQL Server, je donne le compte de démarrage, qui sont les administrateurs de mon instance, etc. Et je vais retrouver ici mon data dir et mon backup dir qui vont permettre de rediriger en fait tout simplement le stockage lié à mon instance pour ne pas les avoir dans le répertoire Program Files, pour les ramener un tout petit peu plus près de la racine. On verra ça tout à l'heure sur l'exécution Docker Run. Une fois qu'il a fini d'installer SQL Server, il va tout simplement passer à la partie PowerShell, donc les commandes qui suivent PowerShell, de manière à positionner pour une instance nommée le port TCP 1433. Ça va nous simplifier la vie quand on voudra se connecter au conteneur Docker, à l'instance SQL qui va être contenu dans le conteneur. Par défaut, si je garde une instance nommée, le port peut être dynamique. Ça va pas être très très pratique quand on est sur du Docker. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on redirige le port en tout cas, on va fixer le port de l'instance nommée pour le positionner sur un 1433. Et au final, on va faire un tout petit peu de ménage. Je vais commencer à supprimer l'exécutable de SQL Server, donc que j'ai dézippé tout à l'heure, et je vais effacer tout le contenu du répertoire setup. L'idée, encore une fois, c'est de faire le ménage, c'est de réduire la taille du conteneur Docker. Donc, ce fichier-là, c'est un fichier extrêmement important parce qu'en fait, je vais dicter exactement comment créer l'image. Je vais dire au moteur Docker qu'est-ce qu'il doit faire et dans quel ordre pour créer l'image que je suis en train de faire. Donc, ces commandes-là sont des commandes extrêmement simples. Vous pouvez, effectivement, créer votre propre fichier Docker avec les commandes que vous souhaitez. Ce que moi j'ai fait par rapport au fichier de Buck Rogers pour accélérer le déploiement de mon conteneur pour qu'on tienne sur le créneau horaire, j'ai tout simplement changé ici la partie installation. C'est-à-dire que normalement, à la place de la première commande qui me permet de récupérer le fichier, normalement, dans le fichier d'origine, on fait directement le download depuis le site de Microsoft. Ce que j'ai fait pour accélérer les choses, c'est que je vais directement l'avoir moi en local et depuis les premières commandes, le copy./install, cette commande-là m'a permis de récupérer l'exécutable qui était sur mon serveur Windows pour le pousser dans le conteneur pour accélérer le déploiement. Sinon, c'est un fichier vraiment classique. Alors, je vous ai dit qu'il y avait un certain nombre de commandes, donc pour ceux qui sont curieux, elles sont quasiment toutes, c'est pas exactement toutes, mais elles sont quasiment toutes contenues sur cet écran-là. Et donc on va retrouver le Docker build pour construire une nouvelle image, les Docker commit. Je vais vraiment valider ce que j'ai commencé à faire avant de passer par exemple à la suite. Je peux faire de l'export de fichiers, je peux importer des fichiers, je peux faire des copies comme on l'a vu dans le fichier Dockerfile. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faisables au travers de la ligne de commande de Docker. Donc l'idée effectivement derrière, c'est de pouvoir automatiser un maximum. Tout à l'heure on va utiliser du Docker Run que j'ai perdu sur le coup. Docker Run de manière à démarrer une nouvelle instance. On pourra jouer avec Docker RM pour supprimer un conteneur qui a déjà été créé. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui sont faisables à ce niveau-là. Je regarde en parallèle l'évolution de l'installation. Alors je vais vous donner la visualisation dessus, il n'y a pas de raison, il n'y a rien de caché. Donc je suis revenu, on voit que ça n'a pas énormément évolué, donc là on fait vraiment travailler le sous-système disque. On est en train de créer l'image.
Alors en fonction de la bonne volonté du serveur, ça met plus ou moins de temps. Côté IO, il ne se passe pas grand-chose. Je suis encore en train de télécharger des choses sur le réseau. Bon, on verra le temps que ça prend. On devrait bien avoir un conteneur d'ici quelques minutes. L'instruction Docker Run. Une fois que je vais avoir créé mon image, je vais pouvoir utiliser cette image-là. L'idée tout simplement, c'est de dire j'ai une image, maintenant je vais pouvoir déployer plusieurs exécutions, une exécution en dev, une exécution en test, une exécution en prod, voire plusieurs exécutions du même conteneur en production pour peut-être faire de la répartition de charges ou on peut imaginer tout un tas de principes à ce niveau-là. Donc comment fonctionne, comment se comporte cette ligne de commande? Tout simplement Docker Run, donc je vais exécuter mon conteneur dont le nom va être 24op1. Donc j'exécute un conteneur, ça va être le nom de mon conteneur, le nom que je vais vraiment visualiser au moment où je vais exécuter. Le "-d", en fait, je vais avoir le choix entre un "-d" ou un "-i" en mode interactif ou en mode détaché. En fait, est-ce que je vais récupérer le prompt directement ou pas? Le mode détaché pour un service comme SQL Server est tout à fait approprié. Ensuite, je vais pouvoir rediriger des ports. Rediriger du port entre le host et le guest. C'est-à-dire que dès que je vais me connecter au niveau de ma machine hôte sur le port 24001, ce sera redirigé sur le guest au niveau du port 1433. Et donc ce qui va me permettre finalement au niveau du host d'avoir tout un tas de ports, 24001, 24002, 24003, c'est vous qui en décidez, et de pouvoir tous les rediriger sur un conteneur spécifique. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait il y a un système de NAT, donc de translation d'adresse qui est mis en place au niveau du moteur Docker, de manière à ce que le moteur Docker n'est pas visible, le conteneur n'est pas directement visible depuis une machine du réseau. Elle est sur un autre réseau, un 172 quelque chose, 172.26 ou 172.16, et en fait, elle n'est pas visible directement. La seule chose que je vois d'un point de vue réseau, c'est la machine hôte, mon serveur Windows Server 2016. Et donc, quand je vais attaquer le port 24001 de mon serveur Windows 2016, il faudra bien faire la redirection vers le port 1433. Donc une chose qui va être extrêmement importante quand on va mettre en place un tout petit peu de sécurité liée à Docker, c'est tout simplement d'ouvrir au niveau firewall le port 24001, 24002, etc. au niveau du serveur hôte. Je peux mettre plusieurs paramètres -p. C'est-à-dire que par exemple, si je mettais en place en plus de cela, par exemple du service broker sur chacune de mes instances SQL Express, il faudrait que je redirige par exemple le port 5022 ou 7022, peu importe le port que vous allez utiliser. Il faudrait aussi que je redirige le port lié au service broker de mon instance sur un port dédié au niveau de mon serveur hôte. Donc je pourrais cumuler -p quelque chose, -p quelque chose. -v, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que, par défaut, un conteneur, finalement, ne devrait pas garder de traces de ce qui se passe à l'intérieur, de son exécution. Donc, si au niveau de mon instance SQL, je ne redirige pas le volume CSQL, qui est le stockage des datas de mon serveur SQL Express, sur un répertoire de la machine hôte, à savoir CMS SQL 24op1, si je ne fais pas cette redirection de volume, si je stoppe mon conteneur Docker et que je le relance, finalement, dans mon SQL, j'ai perdu les bases données, j'ai tout perdu. Il n'y a pas de mémoire, je dirais, gardée de ce qui s'est passé avant. Donc, si vous voulez conserver ce genre de choses entre deux exécutions d'un même conteneur, on a finalement cette possibilité de rediriger le volume sur le host de manière à redémarrer l'instance SQL qui est dans le conteneur Docker et à pouvoir directement raccrocher les bases données que l'on avait créées à l'époque. Et le dernier paramètre, c'est tout simplement le nom de l'image que je vais utiliser pour, je dirais, créer ce conteneur. Donc on a bien le nom de l'image et le nom du conteneur en tant que 24op1. Donc cette commande-là, finalement, on pourrait la multiplier quasiment à l'infini en fonction de la configuration matérielle du serveur pour tout simplement créer plusieurs conteneurs. En parallèle, l'image a avancé, mais elle n'est pas encore tout à fait prête. On a la possibilité d'utiliser un certain nombre, encore une fois, d'options au niveau de la commande Docker Run. Elle est vraiment pas complète, en fait. Si on regarde le fichier PowerPoint qui vous sera fourni, la commande est bien plus exhaustive que cela. Mais on se rend compte, effectivement, que je peux
comme on l'a vu tout à l'heure, utiliser le "-e" pour changer les valeurs d'une variable d'environnement. Donc si par exemple vous avez mis le password du compte SA ou de n'importe quel autre compte en variable d'environnement, ben pourquoi directement ne pas changer le mot de passe SA à chaque exécution? Donc on peut envisager un certain nombre de choses au niveau de la commande Docker Run. Alors Microsoft participe de manière claire et officielle à Docker Hub. Donc Microsoft publie des images, que ce soit des images Windows Server Core, des images Nano Server. On l'a vu, il y a une image SQL Server Express, mais il n'y a pas de dogmatisme, il n'y a absolument pas de non-dit. Il y a aussi des images Microsoft MySQL, il y a du MongoDB, il y a de la ASP.NET, il y a du IIS, il y a du Framework. Donc il y a vraiment un certain nombre d'images. Mais après, il y a aussi des images entre guillemets officieuses que n'importe qui va pouvoir publier. Vous pouvez publier, je peux publier une image sur le Docker Hub. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Microsoft est quand même assez actif à ce niveau-là. Je pense que c'est quelque chose qui est le bienvenu. Alors la question c'est pourquoi finalement utiliser SQL Server Express au niveau de Docker? Ben, tout simplement parce que c'est finalement une version relativement légère d'SQL Server. On n'a pas la globalité des services, on n'a pas par exemple l'agent SQL Server, et d'un point de vue exécution, ça se prête vraiment très bien à la philosophie du conteneur. On est limité en termes de mémoire, puisqu'une instance SQL Express ne va pas dépasser 1 giga au niveau du buffer pool. La taille des bases données n'est pas forcément très élevée. Pour une raison de performance, puisque effectivement on n'a pas beaucoup de mémoire, mais effectivement, sachant que on va utiliser la notion de redirection, ouais, on va peut-être aussi limiter comme ça la prise d'espace au niveau du serveur hôte. Et le service est relativement simple, hein. Je vais pouvoir faire au niveau du moteur relationnel des commandes simples comme des insert, update, delete. Je peux avoir par exemple un catalogue de produits qui serait vraiment hautement scalable au niveau d'un SQL Server Express qui sera embarqué dans un conteneur. L'intérêt aussi d'SQL Server Express, n'hésitez pas à prendre la version la plus simple entre guillemets d'SQL Server Express puisqu'on a plusieurs distributions. La version la plus petite d'SQL Server Express pèse à peine 200 mégas au niveau des binaires d'installation, alors que si je prenais un SQL Server with Tools ou with Advanced Services, elle pèserait vraiment beaucoup plus et c'est quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire dans la configuration de Docker. Déjà, je ne pourrais pas avoir de Management Studio sur un conteneur Docker, ça n'aurait pas de sens. Alors d'un point de vue des cas d'utilisation, une des premières choses qui nous vient à l'esprit, c'est effectivement la notion de développement. Pour un environnement de développement, pour un environnement de test, c'est quelque chose qui est vraiment bien adapté. Et c'est vrai qu'avec les annonces récentes qui sont faites, ben, finalement, on se rend compte qu'avoir une machine Mac, une machine Linux qui supporte un Docker, ben, je pourrais très bien avoir un SQL Server Express. Alors, il y a pour l'instant une contrainte, c'est que le SQL Server pour Linux n'est pas encore disponible, mais dès que ce sera le cas, il y a fort à parier effectivement qu'on pourra créer un conteneur Docker avec un SQL Server Express directement basé sur une distribution Linux. Il n'y a pas pour l'instant, on ne voit pas de contre-indication à cet état-là, à cet état de fait. Donc du développement, des tests, alors j'ai mis machine Linux et Mac, mais ça peut tout à fait être des machines Windows, ça permet d'avoir quelque chose de vraiment reproductible, de pouvoir réinitialiser son environnement, et donc forcément ça marche sur du Windows. D'un point de vue de la montée en charge, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant parce que je vais pouvoir répartir la charge éventuellement entre différents conteneurs Docker. Donc on sait pertinemment que SQL Server, quelle que soit l'édition, souffre de quelques problèmes de performance si on va utiliser de l'XML, si on utilise des types comme géométrie ou géographie qui demandent énormément de ressources. C'est des choses qui sont améliorées dans SQL Server 2016, mais en version 2012 ou 2014, ça demande pas mal de ressources en termes de CPU. Et on se rend compte que ça pourrait devenir un goulet d'étranglement. Donc, on pourrait très bien imaginer des scénarios de montée en charge ou de répartition de charge au travers de multiples conteneurs sur lesquels on ferait du load balancing, par exemple. Après, il va rester une petite problématique à résoudre, c'est la mise à jour des données. Quand on est dans un environnement réparti, comme on l'a sur du Docker, l'idée c'est tout simplement de pouvoir pousser la donnée sur les différents SQL Server Express. La problématique que l'on rencontre, c'est que la réplication aujourd'hui ne fonctionne pas sur des SQL Server Express qui sont dans Docker. Donc je ne vais pas pouvoir être par exemple abonné sur une réplication transactionnelle dans un conteneur. Pour une raison très simple, c'est que chaque hostname finalement
des conteneurs sont strictement identiques. Donc en fait, on ne ferait pas de différence entre les conteneurs. Donc la problématique se pose réellement, on ne peut pas mettre en place la réplication sur du Docker. Donc il reste la possibilité, par exemple, d'utiliser le service broker. C'est quelque chose que j'ai mis en place pour du test, ça fonctionne très très bien. Donc on va pouvoir pousser de l'information à l'intérieur d'un conteneur et d'un SQL Server Express au travers du broker. Ou à l'inverse, on pourrait très bien avoir N conteneurs avec du SQL Server Express, qui sont capables finalement de prendre des requêtes clients d'un site de ZIS ou n'importe lequel, et qui, eux, par contre, vont aller contacter via serveur lié une base maître sur un serveur un petit peu plus costaud, mais chacun pourrait avoir une autonomie assez importante pour stocker des données en cache et pour répondre plus rapidement à des clients. Donc on va avoir la possibilité comme ça d'utiliser du service broker, unidirectionnel ou bidirectionnel. On va pouvoir travailler avec du serveur lié. Ça va vraiment très très bien fonctionner. Alors l'idée, c'est aussi d'essayer d'automatiser un tout petit peu toute cette partie-là. Je regarde l'image n'est pas encore terminée. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'aller un tout petit peu plus loin parce qu'effectivement, au travers de la ligne de commande, on va être capable de créer très rapidement une image, de créer très rapidement un conteneur que l'on va pouvoir utiliser. Et si on veut vraiment aller un tout petit peu plus loin et creuser le sujet, on va vraiment être amené à essayer d'automatiser au maximum ce genre de choses. Donc il y a des sociétés aujourd'hui qui sont vraiment à la pointe sur ce genre de, je dirais, de technologie ou de technique. Et en fait, on va vraiment commencer à distinguer finalement deux grandes catégories au niveau des outils que l'on pourra utiliser. Des outils qui sont vraiment dédiés à infrastructure et des outils qui vont être dédiés à la gestion de configuration. Et donc finalement, des outils comme par exemple Terraform ou Kubernetes vont me permettre de créer rapidement de l'infrastructure en tant que code. Par exemple, Terraform, on va pouvoir, au travers d'un fichier JSON, donc un fichier de configuration, dire que l'on veut une machine virtuelle, du réseau, telle adresse IP, donc vraiment définir l'infrastructure comme du code, et ensuite on va tout simplement déployer ce fichier-là, on va exécuter entre guillemets ce fichier-là, et automatiquement ça va pouvoir me créer les VM correspondantes, par exemple sur un Amazon AWS ou sur un cloud. Il y a vraiment tout un tas de connecteurs qui sont possibles avec ce produit-là. Amazon travaille déjà avec du CloudFormation, quelque chose qui va très très vite pour déployer des images. Docker, au travers de l'essaim, un essaim d'abeilles, Docker Swarm propose du cluster, mais avec tout un tas aussi de procédures pour automatiser cette création. On voit aussi que l'on a un produit, je pense que c'est Red Hat qui fournit ça, il faudrait que je vérifie, HIT, qui va permettre de faire ce genre de choses. Et si on se reporte maintenant à l'intérieur d'une machine qui doit déjà exister, on va pouvoir automatiser encore une fois l'installation. Et donc c'est là où vont intervenir des produits comme Chief, comme du Puppet, comme Juju. Donc ce sont des produits qui sont déjà assez utilisés, je pense à Chief surtout en particulier, qui est pas mal utilisé. Donc ces produits-là vont me permettre finalement de gérer la configuration sur une machine existante. Donc finalement, le mix et l'utilisation conjointe d'infrastructures en tant que code et de produits de gestion de configuration vont pouvoir m'aider comme ça à déployer rapidement. Alors c'est prévu pour de la VM, mais derrière la VM, il faut peut-être voir un tout petit peu plus loin et voir effectivement que l'on va pouvoir utiliser du conteneur ou ce genre de choses. On va rebasculer côté code. Voilà, l'écran numéro 2. Donc je pensais que ce serait un petit peu plus rapide. En général, c'était plus rapide. Je pense que mon serveur, il lui tarde d'arrêter. C'est quand même des bêtas, donc on va pas dire que c'est très très prédictible en termes de résultats, mais ça mérite de fonctionner, mais pas toujours à la bonne vitesse. Donc on va quand même le laisser terminer au cas où j'ai une machine de secours que l'on pourra utiliser. Donc une fois que mon Docker build va être terminé, je vais pouvoir lister les images au travers de la commande Docker image, tout simplement. Pour exécuter un conteneur, je vais tout simplement commencer à préparer le stockage entre guillemets en local de manière à pouvoir ne pas perdre des données que je mettrai sur ces machines-là. Et donc ensuite, je vais faire un Docker Run qui va me permettre d'exécuter mon conteneur à partir de l'image SQL Server Express. Et donc je vais exécuter un conteneur qui va s'appeler 24 hop 1 et qui va me rediriger le port 24001 vers
vers le port 1433 du conteneur. Et donc comme ça, je vais pouvoir exécuter un certain nombre de commandes Docker Run et donc créer un certain nombre de conteneurs. Alors du coup, sachant que l'image n'est pas complète, on va tricher un tout petit peu et on va prendre une autre machine. SQL Containers, Smith. Donc je vous parlais tout à l'heure des fichiers qui étaient fournis dans le point zip que l'on va chercher chez Docker. On voit le Docker, Dockerd et le proxy. Et donc, si je veux créer de nouvelles, de nouveaux conteneurs, donc là je suis sur une machine que j'utilise pour d'autres démonstrations où il y a plusieurs conteneurs Docker. Docker Images. Donc je vois effectivement que d'un point de vue image, j'ai bien mon Windows Server Core. C'est exactement la même procédure que je vous ai présentée qui m'a permis de créer ces images-là. Je retrouve mon image .NET 3.5 qui est basée sur le Server Core et je retrouve mon image SQL Server Express. Si je veux voir les conteneurs qui sont en train de s'exécuter, Docker PS, donc je vois effectivement que j'ai un certain nombre de conteneurs qui s'appellent SQL 01, 02, 03, 04 et 05, qui chacun sont en train de s'exécuter depuis 8 jours tout simplement. Et j'ai de la redirection de port. Et donc, côté redirection de port, finalement, on se rend compte que le port 61435 de la machine hôte est redirigé sur le port 1433 du conteneur SQL 05. Le port 61774 va être redirigé sur le port 7022 parce que j'utilise du service broker de la machine SQL 04. Donc on peut faire plusieurs redirections de port. Docker PS, je vais lister les conteneurs qui sont actifs, qui sont en cours d'exécution. Et donc si je voulais exécuter un nouveau conteneur, par exemple avec le code que j'avais ici, je vais récupérer ce bout de code-là. Étant donné que l'image porte le même nom, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc, je crée ma structure pour être sûr de ne pas avoir d'erreur. Et démarrer un conteneur ne prend pas énormément de temps. Il est en train de démarrer le conteneur. Le conteneur est démarré. Ce qui fait que si maintenant, d'un point de vue SQL, je me connecte à ma machine qui s'appelle SQL Containers sur le port 24001, je vais être connecté sur le SQL Server Express qui est dans ce conteneur-là, le 24 hop 1. Je vais faire la même chose pour avoir deux machines, 24 hop 2. Et si je veux me connecter, tester la connectivité, mais encore une fois, un simple bout de code au sens PowerShell, enfin en tout cas un SQL CMD, va me permettre de me connecter. Alors du coup, je vais remplacer par SQL Containers 24002. J'exécute mon bout de code et je me rends compte effectivement que j'ai pu me connecter. Alors notez au passage, je vous l'ai dit tout à l'heure, que le server name est absolument identique et c'est ça qui nous pose des petits soucis au niveau de la réplication typiquement. Mais par contre, quand je regarde le machine name, mes deux instances d'image Docker ont vraiment des noms complètement distincts. Donc je peux me connecter soit en SQL CMD, soit typiquement avec Management Studio. Si Management Studio veut bien. Ah oui, 24 points, ça va pas marcher. Allez, le timeout. S'il te plaît, le timeout. Clic droit, connexion. Je ne veux pas changer la connexion. Allez. Ce que je peux faire, c'est nouvel enregistrement, CTRL V, authentification, ça, test, OK, save. Donc je me connecte sur mon serveur, le premier, database. Pour l'instant, j'ai aucune base de données, je n'ai que des bases de données système. Je peux très bien créer une nouvelle base de données démo container
Je valide. Étant donné que j'ai la redirection au niveau du stockage, si je vais sur la machine SQL Containers, sur le répertoire C MS SQL 24 hop 1 data, je me retrouve ici, petit bug, avec le fichier LDF et c'est une mauvaise redirection et le fichier de data de mon container. Donc je peux travailler, je sais pertinemment que si je stoppe mon container et que je le relance, je retrouverai effectivement ma base de données, alors que si je ne fais pas de redirection au niveau de mon stockage, je perdrai finalement l'information. Donc si je veux stopper un conteneur, docker stop 24 hop 1, je stoppe un conteneur, docker PS. Donc je vois que je n'ai que le SQL Hop 2, le SQL Hop 1 a complètement disparu. Mine de rien, je peux quand même accéder à un certain nombre de choses en rajoutant un petit -a derrière le Docker. Et là, je vois des conteneurs sur lesquels en fait il y a un status comme quoi on a terminé le conteneur. Si je voulais supprimer l'image, supprimer le conteneur, pardon, je ferai un docker rm. Si je veux supprimer l'image, je fais un docker rmi. Cela va me permettre de faire un tout petit peu de ménage. Je veux redémarrer mon conteneur, docker start. Si les dieux de la démo sont avec moi, il a redémarré, ce qui veut dire que d'un point de vue SQL, maintenant select version, je retrouve, allez, la connectivité. Ah non, c'était pas celle-là, c'était ici. C'est pas la bonne fenêtre. CTRL-C. Nouvelle data, pas nouvelle database, nouvelle requête. Donc je suis bien ici sur mon SQL Server Express. Je peux rafraîchir, j'ai toujours ma base de données. Si je supprime ma base de données, je reviens sur mon stockage. Le fichier a disparu au niveau des datas et au niveau du journal de transaction, exactement la même chose. Donc on a vraiment une redirection au niveau du stockage qui est assez intéressante. Ce serait quand même bien que... Elle n'a pas voulu terminer. C'est pas très grave. Si vous avez effectivement le firewall au niveau de votre machine, je vous suggère quand même d'ouvrir les ports, sinon vous ne pourrez pas vous connecter à distance sur vos conteneurs. Le start, le stop, stopper des conteneurs, docker stop, docker rm, vous allez supprimer le conteneur, et docker rmi, vous supprimez votre image qui est stockée sur votre serveur hôte. Je stoppe mes deux conteneurs. Docker PS. Il me reste bien que les machines qui existaient déjà, à savoir les SQL de 1 à 5. On va rebasculer sur la présentation. J'espère que vous avez tout suivi, que je ne vous ai pas trop ennuyé. C'est quelque chose qui est relativement un système, mais c'est quelque chose qui pourrait être utile dans le futur. N'hésitez pas à poser des questions, même s'il se fait tard pour ceux qui suivent en direct cette présentation. N'hésitez pas à poser des questions et j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation. Merci à tous. Isabelle? Oui, voilà, donc je suis toujours là, hein, comme je te l'avais promis. Voilà, alors on te demande, alors oui, les présentations... Ouais, je vois Laurent. Oui, les présentations seront disponibles. Pour ce qui est des exemples de scripts, ça c'est à la libre appréciation du speaker, bien entendu. Donc je ne sais pas... Il n'y a pas de souci, Laurent, n'hésite pas à me contacter, mais les slides et effectivement les fichiers de script seront disponibles. Je les mettrai sur mon blog, je les donnerai aussi à Isabelle qu'elle puisse les publier. Voilà, et en tout cas l'enregistrement sera disponible d'ici quelques temps. Donc vous pourrez revoir ça
à plaisir, comme vous le souhaitez. Voilà, je suis aussi fatiguée, excusez-moi. Ça a été beaucoup de sessions. Merci à tous pour votre présence. Merci à Christophe pour s'être laissé convaincre de faire une présentation face à l'écran. Et rendez-vous demain pour encore 12 autres sessions. À bientôt, bonne nuit, bonne soirée.